si vous avez essayé d'entrer dans une ferme cauchoise, ces fermes entourées de fossés, de talus, sur lesquels sont plantés des rideaux d'arbres, des rangées d'arbres, quelquefois 2 rangées, 3, 4 et même 5. Vous avez l'impression de vous attaquer à une forteresse de verdure. Supposons que cela vous arrive. Vous quittez la route, vous gagnez la ferme qui est plantée au milieu de la plaine, isolée, à cause de l'eau et de la mare. Vous montez ce chemin et vous apercevez d'une chose très vite, c'est que vous êtes seul. Il n'y a personne, toujours personne. Quelquefois, il y a bien dans le fond du vallon un gars qui travaille à la charrue, les mains sur le manchon. Il vous a aperçu, mais il tourne la tête de l'autre côté, il bricole. Non pas que vous le dérangez, c'est pas la question, on est poli, mais vous êtes un étranger, vous êtes d'ailleurs, un hors-un. Alors, il vous laisse monter seul. Et quand vous avez terminé cette montée, vous vous trouvez face à la barrière. La barrière cauchoise, la barrière. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Et si quelqu'un est parvenu à ouvrir une barrière cauchoise sans se pincer les doigts, alors il est extraordinaire. C'est un personnage. Alors vous faites effort, vous tigonnez, et puis à un moment, la barrière se libère, elle s'en va à tout guingot de travers, en miaulant, l'huile coûte cher, et elle va diguer derrière le fossé. Vous rentrez, pour protéger les bêtes, vous refermez la barrière, et dans la cour, vous vous retrouvez seul, personne. Il y a bien quelques poules juquées sur le fumier, un viot à l'abri du fossé, et tout. Personne. Le miaulement de la barrière a déclenché le tien, qui sort de son tonneau, sa niche, sous les pommiers, qui bondit la pauvre bête pour vous mordre. On le nourrit pour chat. Alors vous avancez vers la maison, et vous apercevez, si vous avez de bons yeux, que le rideau bouge. On vous guette venir. On a même peut-être fermé la porte au moment où on vous a aperçu montant le chemin. Non pas qu'on ne veut pas vous recevoir, mais on est avare de mots, puis on ne veut pas s'engager. Plus qu'on en dit, plus qu'on se trompe, et plus qu'on s'engage. Alors on reporte. Et en fermant la porte, on retarde votre arrivée. Arrivé à la porte, vous tapez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis à ce moment-là, il y a la clenche qui tourne. Elle hésite, comme dans un film d'Hitchcock, elle hésite. Puis elle tourne. Et à ce moment-là, la porte s'entrouvre. Et à la hauteur de la clenche, toujours, il y a une boule blonde, ravisée, des cheveux de lin et des yeux bleus. Un souvenir des Normands quand ils ont débarqué, il y a longtemps. Mais comme il est capon, il ne vous guette pas, il tourne la tête vers la porte, il pousse la porte comme ça, et découvre à l'heure, majestueuse, la maîtresse de maison débordant de bonheur de tous côtés, le cul sur la barre du fourneau, la fourchette comme ça, diguée, le nez en l'air. Elle regarde. Mais c'est pas vous qu'elle regarde plus loin, dans le vague. Elle cause point. Elle dit point, tiens, vous venez, c'est gentil, vous cherchez quelque chose. C'est agréable de vous recevoir. Entrez donc. Rien.
Pas le mot le plus simple, il fait beau, il va pleuvoir, rien. Elle dit rien parce qu'elle est cauchoise et qu'elle sait que dans la vie est toujours celui qui cause le premier qui a tort. Vous allez bien prendre un coup de café, vous n'allez pas passer comme ça sans rien prendre. C'est la femme qui a parlé. Je m'assois en bout de table, sur un coin de banc. Ah, le café, je suis en train d'en faire, c'est du frais. Ça va vous demander un petit peu de temps, mais ça va nous permettre de causer. Causer, c'est souvent ne rien dire en pays de Caux. Elle a mis dans ses jupes, juste entre ses genoux, serré, le moulin à café, elle tourne et elle écrase le grain. Oh, elle dit, ça fait plaisir de retrouver du café, vous savez. On a tellement brûlé d'orge pendant la guerre, ça change le goût. Et puis sur le feu, car l'âtre a été supprimé, du moins on a glissé dans l'âtre, à la place du feu, une cuisinière. Elle est là dans la cheminée, dans la cheminée, comme on dit. Et puis sur le feu, il y a l'alambic, et à côté, la casserole où chauffe l'eau, qui va servir à passer le café. Mais dans cette eau, on a renversé le vieux marc. Faut rien perdre, voyez. Et puis ça donne du goût. En vérité, ça donne un goût d'amertume. Le café n'est pas très bon. Il n'est jamais très bon. Mais il ne faut pas le dire. Et puis d'ailleurs, quand on vous sert le café, on met sur la table la goutte. C'est ça qui parfume. Car il y a toujours la goutte sur la table. Cette bouteille dans laquelle se confie une vieille poire. Alors, on vous dit, lorsqu'on vous a servi la tasse à moitié pleine, parce qu'il faut laisser la place pour la goutte, lorsqu'on vous a servi la tasse, eh bien, on vous dit, faites votre café, comme s'il n'était pas fait. Naturellement, les Orzins, ceux qui sont étrangers, la région s'étonne, mais on leur indique comment il faut faire. Alors, vous mettez un peu d'alcool dans votre café. Puis, vous buvez ça en parlant d'une chose ou d'autre. Oh, pas des choses qui engagent, la pluie, le beau temps, le travail de la plaine. Ah, je se réveille tout de suite avec l'eau qui tombe, qui timbe. Il n'y a pas moyen d'aller à la plaine, elle est impraticable. Et elle conclut, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Quand je regarde la maison, le plafond qui est noirci par la fumée, et qui est resté noirci, quand je vois le sol qui n'a jamais été très nettoyé, je me dis, au fond, il y aurait bien quelque chose à faire. Mais chez nous, à cette époque-là, on était plutôt du dehors, voyez-vous. La femme allait à la plaine avec l'homme, et quand ils rentraient, c'était pour s'asseoir, parce qu'ils étaient fatigués. Mais quand il y a du monde, quand il y a vraiment du monde, on ne se contente pas de mettre du café dans la goutte. Parce que, voyez-vous, vous avez mis du sucre dans votre café. Et puis le sucre, il fond, mais il colle au fond de la tasse. Quand la tasse est vide, on veille bien le sucre qui est resté. Et chez nous, malgré les apparences, on aime bien que les choses soient nettes. Alors ce sucre, il va falloir le nettoyer. Il va falloir rincer la tasse. Alors, comme on n'a pas d'eau, on prend du calva et on rince en mettant un peu de calva dans la tasse. C'est ce qu'on appelle la rinchette. Et on va laver doucement, cette rinchette. Mais quand ça va être fini, le sucre, ça tient, vous savez. Alors, il faut en reprendre une autre. On en reprend une troisième, c'est la surrinchette. Oui, mais quand on a bu le café à la goutte, la rinchette, la surrinchette, ça vous réchauffe les noailles. Vous êtes joyeux, un petit peu comme le curé à la messe. Et la quatrième, on l'appelle à cause de ça le Gloria.
Mais que voulez-vous? Nous, à la campagne, il y a le travail, on ne peut pas rester ainsi. Il faut qu'on se quitte. Mais comme on est amitieux, ça vous déchire de vous quitter. Alors on en reprend une autre. On l'appelle la déchirante à cause de cela. Et puis, on est toujours là assis. Alors il en faudra une petite dernière. La petite dernière, ben, faut bien le dire. On l'appelle le coup de pied au cul. Je me souviens encore cet autre paysan qui était allé en consultation au canton le jour du marché. Il était entré dans la salle d'attente, puis il était passé. Il dit, vous savez, je sais pas ce que j'ai, docteur, mais j'ai comme des vertiges, voyez-vous, quand je suis à la plaine, que je baisse la tête, là, que je relève, je veille plus, puis j'ai comme des lueurs dans les yeux. Le médecin lui dit, relevez votre bras. Il relève la manche, il dégage son bras. Le médecin prend la tension, 32. Oui, c'est possible, 32 de tension. Oh là là, mon pauvre gars, mais il va falloir faire attention, hein. Et naturellement, le régime sec, plus d'alcool. Et alors, il écrit l'ordonnance, le médecin. Le gars est là, assis sur la chaise et toupine sa grandpette nerveusement dans la main, puis il dit, plus d'alcool. Vous avez dit 32. Ben, j'ai dit, oui, 32, c'est énorme, mon fils. 32, oui. Oui, mais mon calva, il fait 40, c'est pas pour un petit 8 de plus qu'on va faire des histoires. Faut venir vite. Il y a le père Vieillot qui s'en va. Je pris le nécessaire, je passai par l'église pour prendre le Saint-Sacrement et je me rendis chez le père Vieillot. Je savais peu de choses de lui. Sauf que c'était un bon vieux qui vivait avec sa vieille et qui finissait ses jours dans un pavillon qu'il avait construit. Les gens chez nous, ils aiment toujours laisser quelque chose. Et eux n'avaient pas d'enfants, n'avaient pas d'éléphants, comme on dit. Et il avait décidé de se construire un pavillon. Mais pas une maison comme les autres, une maison avec quelque chose dessus, c'est-à-dire un étage. Et une maison avec un étage, en pays normand, c'est déjà le manoir, sans être tout à fait le château. Mais il n'avait pas fait ça construit par un architecte. Vous savez, les architectes sont des gens qu'on paye et puis qui font du papier. C'est pas avec ça qu'on construit des maisons. Non, il avait pris un petit entrepreneur. Oui, un maçon du village, qu'il avait bien connu. Puis il avait donné son plan. Il avait dit, c'est comme ça que tu vas me faire ça. Mais il avait précisé, tu me feras un couloir. Parce que les gens riches, ils ont toujours un couloir. Alors l'autre, il dit, bah, puis que tu voulais un couloir, on va vous en faire un. Ah oui, mais attention, je veux un petit couloir. Parce que c'est de la place gabillonnée, la place perdue, tu vois. Simplement pour le principe que je veux ça. Et on lui fait un petit couloir. J'arrivais donc sur le perron où la femme m'attendait, et ne sachant pas trop quoi dire, je fais la remarque banale, je dis, votre mari est au premier, peut-être. Ah, dit que non, non, monsieur Tué, on n'a pas pu le laisser là-haut, parce que, pas vous dire, si le malus arrivait, s'il mourait, on ne pourrait pas le passer avec le cercueil par le couloir, voyez-vous. Alors, on l'a descendu avant. Et on avait descendu le bonhomme, on l'avait installé dans le salon sur 3 matelas, calés avec des oreillers. Moi, j'entrais par le couloir. À droite, il y avait ce qu'on appelle la maison, c'est-à-dire la salle de séjour. Et autour de la table, il y avait la famille, les amis, puis ceux qui étaient devenus amis pour les circonstances. Et puis, ils buvaient du café, puis de la goutte, tout ça. Parce qu'il faut vous dire, le respect des morts ou des mourants oblige à les accompagner, voyez-vous. On ne peut pas les laisser partir tout seuls. Seulement, ça ne veut pas dire qu'on a envie de les suivre. Alors, on se soutenait avec du café puis de la goutte qu'on buvait comme ça tout doucement toute la nuit. Moi, on m'a refilé dans la chambre seule où était l'agonisant.
Le bonhomme avait la tête sur l'oreiller, c'est le seul que j'ai connu avec le bonnet de coton. Je me souviens encore sa tête balancée comme ça, et il y avait le pompon qui s'en allait d'un côté et de l'autre. Je suis resté debout, me demandant ce que j'allais dire, car en fait, la situation était délicate, on ne peut pas dire à quelqu'un, là je viens, vous faites vos valises et puis au revoir. C'est pas des choses qui se disent. Et je cherchais, tout d'un coup il ouvre l'œil, et puis il m'aperçoit. J'ai pas eu le temps de causer, Elic, qui m'a attaqué, m'a dit « Vous êtes jeune, vous, hein? Allez-vous savoir faire ça ?» Un peu étonné, je lui donnais les sacrements, on en prenait 3 à l'époque. Il prit ça comme de la tisane. Puis il s'assoupit. Je me relevais, et puis je restais un peu niais, baja, gêné. Honnêtement, ça me faisait de la peine de voir ce vieux qui s'en allait tout seul, pendant que les autres s'empiffraient à côté. Au bout d'un moment, il ouvre les yeux à nouveau, puis il me veille là, mais vous savez, le cauchois, quand il sent que quelqu'un est emmerdé, il est heureux, même s'il est en train de mourir. Ça, il faisait plaisir, il savait bien que j'étais pas amnèse, que je savais pas partir, quoi. Alors il me dit simplement, taisez-vous. Taisez-vous, ça signifie, prenez la chaise, j'allais m'asseoir à côté de lui. À un moment, il leva la tête, puis il me regarda et il me dit « On va vous confier quelque chose. Puis là, vous pouvez être dessus. Et pas un mec qui vous userait. » Et il riait. Il riait parce que lui s'en allait, puis ça lui paraissait normal. J'étais étonné de cette sérénité, quand tout d'un coup, avec une voix tout autre, il me dit « Mais... faut que je vous confie quelque chose avant de mourir. » Avant de mourir. Naturellement, un peu ému d'avoir les confidences de ce vieil homme, je m'approche, je lui prends la main et j'essaye de lui faciliter la chose. Et il hoche la tête comme ça, puis il dit « est pas facile à dire. Est pas facile. Mais faut que je dise, faut que je dise. » Mais vraiment ému, presque tragique. Il me dit, voyez-vous, je les ai emmerdés quand j'étais vivant. Oui, oh là là, que j'ai pu les emmerder. Que j'ai pu les emmerder. Et tout d'un coup, mais comme triomphant, il change de jeu et de registre, et presque avec enthousiasme, il me dit, puis vous allez voir comment je les emmerderai encore plus quand je serai mort. Je repartais, je rentrais chez moi. La nuit passa, et c'est au petit matin qu'on tambourinait, mais violemment dans la porte. Je passe rapidement la soutane, 33 boutons, je ficelais le paquet avec la ceinture, et je me mis à la fenêtre. C'était mon maire qui était là. Il dit, il faut descendre tout de suite, il y a un vieux-yo est passé. Je descendis. J'ouvris la porte, et il me dit, il faut venir. Je le suivais. Naturellement, jeune curé, je ne voulais pas changer les coutumes. Je me dis, il y a peut-être une tradition, quelque chose que j'ignore. Et je le suivais, il m'emmena au cimetière. Et là, il y avait les tombes, comme dans tous les cimetières de France et de Navarre, qui étaient côte à côte, avec une petite distance de 30 cm entre elles. Et là, c'est entre 2 tombes que de la main, il me dit, voyez-vous, monsieur le curé, est là qu'il faut qu'on l'enterre. J'ai dit, là, mais il n'y a pas de place. J'ai dit, il faut le mettre là-bas au bout. Ah, il me dit, non. Et il faut le mettre là parce qu'il a une concession. Puis j'ai dit, il ne peut pas avoir de concession puis qu'il n'y a pas de place. Ben, il dit, justement. Et là, quel problème? Et il me raconta que l'été précédent, il était venu à la plaine le voir et il avait dit, tu sais, ça va pas bien là-dedans, ça souffle, ça crie, ça grince, ça ronce, je sens bien que je m'en vais. Alors je veux mettre toutes mes affaires en ordre. Naturellement, bon gars, moi je déteste, j'ai dit viens à la maison, tu vas faire la collation, ça va te remonter, ça va te changer les idées. On a fait la collation, on a parlé de tout, des filles, des gars à marier, tout ça. Puis à la fin, il est revenu sur son déplicata. Il m'a redit, tu sais Pipou, la concession. Alors j'ai dit, écoute, laisse-moi tranquille avec ça. Tu avais l'instituteur, il est secrétaire, t'es conseiller, réglez ça tous les deux. Ils ont réglé ça tous les deux,
Mais ni l'un ni l'autre sont venus au cimetière pour voir s'il y avait de la place. Si bien que j'ai signé le papier, c'est allé à la préfecture, puis il est devenu propriétaire d'un terrain qui n'existait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est bien embarrassé. Et alors j'ai dit, mais c'est simple, on va pousser les tombes. 30, ça va faire 90, en le serrant bien, on va bien arriver à le penser. C'est ce qu'on a fait. L'inhumation a eu lieu, tout était bien. La femme était contente parce qu'on avait respecté les dernières volontés de son bonhomme. Et le village continua de vivre. Quand 15 jours, 3 semaines après, sur le carreau du village, le bréviaire à la main, j'allais de long en large. Je vis au loin un petit vieux qui venait, que je connaissais guère. Et tout d'un coup, il traversa, puis il vient sur moi, puis il me dit « Eh, vous le nouveau curé ?» Ah, je dis « Oui, je suis le nouveau prêtre de la paroisse. »« Ah bah, vous n'êtes pas loin à faire des couillonnades, vous ?» Je dis « Je ne comprends pas. » Ben, il dit « L'enterrement, là, le vieux-yo, là. » Je dis « Je ne comprends pas, on a fait ce qu'on a pu. » Bah oui, bah, vous avez fait ce que vous avez pu. Mais à côté, c'était ma femme. Et vous trouvez ça normal, vous qui êtes prêtre, qu'il ait sa fesse sur le nez de ma femme pour l'éternité. Pour faire le calvin, il faut la bouillotte. Dans certaines régions, la bouillotte va de ferme en ferme. Chez nous, elle reste dans un coin en Pays de Caux du village, un endroit précis, choisi par la régie. Puis disons que partout, on en fait toujours un petit peu plus qu'on adrait, quoi. C'est normal. Et pas du vol, parce qu'elle est à nous, elle est notre dû. Et naturellement, la régie ne s'y trompe pas. Et puis un beau jour, elle passe. Et à côté de la bouillotte, elle voit la comptabilité du gars sur un carnet. Puis à côté, un autre petit carnet où il y avait le nom des gens du village. Puis à côté de chaque nom, il y avait des petites croix, voyez-vous, comme ça. Le gars dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? T'as une double comptabilité? Il dit, double comptabilité, ou que vous voyez ça? Il dit, t'as 2 carnets avec les noms des gens. Ah, ben, il dit, ce carnet-là, c'est comme vous dites, la comptabilité, là, je note. Puis l'autre, là, avec les croix, Vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est le plan du cimetière. Pitron, un aubergiste du fond d'une valeuse. Pitron était un gars d'hyper, lui. Et c'était un personnage truculent, presque légendaire. Les gens venaient chez lui, non pas pour manger, pour faire une collation soupante, comme on faisait autrefois, mais pour l'entendre raconter. Il se mettait en bout de table, s'imposait, mettait les coudes sur la table et puis vous en racontait une petite dernière. Bien souvent, les histoires qu'il racontait, il les avait vécues. Il en était une dont il était fier. Il faut vous dire que, pour se ravitailler, il n'allait pas au marché de Gonneville, ni à celui de Goderville, ni à Fécamp. Il mettait barque, cap à la lame, et partait sur un plan de pêche où il avait mis ses casiers. Là, il remontait ses casiers, revenait avec sa prise, et nourrissait ses gens de ce qu'il avait tiré de la mer. Ah, on aimait passer chez Pitron. Mais un jour, il monta ses casiers, comme de coutume, il les releva, et il s'aperçut qu'ils étaient vides. Ça peut arriver qu'un casier soit vide, mais plusieurs jours de fil, ça l'étonna. Puis, il sentait bien qu'il y avait eu de la vie dans le casier, que les appâts qu'il avait mis avaient été mangés. Alors, il comprit. On le piratait. Non, c'était pas le fait qu'on le piratait qui le gênait. Mais ce qui le gênait, c'est de ne pas savoir qui lui faisait ça. C'était un farceux. Il rumina son coup. Il rentra chez lui, puis une nuit, il déjuqua de bonheur, avant tout le monde.
tira sa barque jusqu'à la lame et partit sur son lieu de pêche. Là, il remonta ses casiers. La vie grouillait, ils étaient pleins. La prise était bonne. Vous pensez qu'il récupéra sa pêche? Pas du tout. Il avait snidé. Il sortit de sa poche des chevilles en bois. Oui, tout simplement des chevilles en bois. Il ouvrit le casier et tendit les chevilles au homard qui ouvrit sa pince et la serra. Quand il sentit que la prise était faite et qu'elle était bien faite, il redescendit les casiers dans le fond et les posa sur le sable. Puis rentra sans être vu et attendit. Dans l'après-midi, lorsque les marins revinrent, il attendit les caïques, mais il était flanqué du gabelou, du douanier, auquel il avait raconté sa farce, ce qu'il avait préparé. Les gars descendaient les paniers, et dans les paniers, il y avait les produits de la pêche. D'un coup d'œil observateur, le douanier passait, essayait de repérer les chevilles, et puis à la fin, il les trouva. C'est Pitron qui parle. T'as fait une bonne pêche, t'es. Ah ben oui, t'as bien. Malgré le temps qui n'est pas bon, là, qui marmeuille, ça, c'est bon. C'est une bonne pêche. Il dit oui, puis t'as de la chance, tu connais le métier. Bah, ça aide. Bah, il dit on a toujours été là-dedans, hein, tu le sais bien. Oui. Ben, ce qui aide surtout, c'est la méthode, tu veilles. Tu pêches avec des chevilles, tu veilles. Il dit avec quoi? Avec des chevilles en bois. Je comprends pas. Ben, il dit guette tes homards. Ils ont des chevilles dans les pinces. Le gars se sentit pris, gêné. Le gabelou sortit son carnet et dit je dresse procès verbal. Pitron il dit arrêtez. Pas de procès, pas de jugement. Tout ça, c'est des trucs pour faire vivre les écrivassiers. Nous, on est des hommes, on va les bailler un coup. Ils rentrèrent tous les trois au café de la plage, s'installèrent à une table. C'est Pitron qui commanda, et le mec qui commande, puis c'est le mec qui paye. Il prit un petit sou, le café, puis la goutte. Le douanier lui dit, mais dis donc, tu m'as fait déranger, c'est pas pour rien. Bon, prendre un coup, ça me fait plaisir, mais le travail est le travail. Qui t'attend de mai? As-tu une feuille de papier? Le douanier sortit, ouvrit son carnet, trouva une feuille qu'il lissa et appela le cafetier pour qu'il apporte l'encrier et un porte-plume. Il dit, je vais te dicter, dit Pitron. Et il lui dicta, je sous-signais, je vous dis pour le nom et par respect du gars, reconnaît avoir levé les casiers de Maître Pitron et d'avoir accaparé la prise, ce qui autorise Maître Pitron à le traiter de voleux jusqu'à sa mort. Maintenant, signe. L'autre, tout heureux, signa, heureux de s'en tirer à si bon compte. Mais l'histoire est ainsi. Quelques années plus tard, ils se trouvèrent l'un à côté de l'autre au conseil municipal. Et puis, les jours de discussion, où l'on se chamaillait pour des riens, comme ça arrive souvent chez nous, pour la taxe sur les quins qu'on augmentait de 5 centimes ou de 6 centimes, on entendait dans le brouhaha général la voix cuivrée de Pitron qui hurlait « Tais, tu n'es qu'un voleux !» Depuis un mois, où j'étais installé curé dans cette petite paroisse,
J'essayais de contacter mes ouailles. J'y allais. L'accueil était réservé, pas froid, mais réservé, et disons quand même sympathique. Mais je me disais, comment je vais faire? Et alors l'idée m'est venue. Un jour, je suis monté en chaire, juqué dans le bosset là-haut, les deux mains sur le bord de la chaire. J'ai fait un sermon de cucugnan. Mes frères, nous avons vécu la guerre, c'était en 1945. Nous l'avons vécu chacun à notre façon. Certains parmi vous étaient prisonniers derrière les barbelés. D'autres vivaient dans les villes sous les bombardements. Vous, Dieu vous a protégé des bombardements. Vous devez le remercier de ça, que les bombes soient tombées sur les autres. Et puis, il y avait les restrictions. En campagne, pas beaucoup. Vous avez mangé toujours du pain blanc. Alors ça oblige à une certaine reconnaissance. Et puis, voilà ce que je vous propose. Comme nos anciens, nous allons partir en pèlerinage. Mais le pèlerinage le plus proche, c'est Lisieux. Alors je donne la date et je précise que les inscriptions se feront au presbytère. Le lendemain, dès 8 heures, juste après la messe, les 3 dames qui venaient chaque jour à la messe se sont inscrites. Elles se sont dit, c'est obligatoire, on y va. Mais après, plus personne. Plus personne. Les jours passaient, mon inquiétude augmentait, ma mère ruinait un peu, elle disait, tu t'engages dans des dépenses. Et il est vrai que je sentais l'échec. Et un échec, quand on commence, c'est pas fait pour vous encourager. Lorsqu'un jour, le presbytère était séparé de l'école par juste une petite haie, par-dessus la haie, on bavardait tous les deux, l'instituteur et moi, et il me dit, vous êtes inquiet pour votre pèlerinage? J'ai dit, oui, il y a de quoi. Il me dit, vous avez tort. Ils vont tous venir. J'ai dit, je comprends pas. Mais si. Réfléchissez un peu. Vous êtes jeune. Ils vous connaissent pas, il n'y a qu'un mois que vous êtes là. Vous vous lancez dans une aventure qui est ce voyage, et vous croyez qu'un cauchois va payer 6 semaines à l'avance un truc dont il n'est pas sûr? Ils attendent. Et c'est la veille ou l'avant-veille qu'ils vont venir. Et la veille, et l'avant-veille, ils sont venus. L'instituteur ne s'était pas trompé. Alors là, il y avait une sorte d'enthousiasme. Vous en faites pas, monsieur Tué. Dès que vous ferez quelque chose, on sera derrière vous. Et puis tout le monde parlait de ceci et de cela. Quand quelqu'un, plus finot, fit la remarque, mais vous avez dit le jour, mais vous n'avez pas dit à quelle heure on partait. J'ai dit Lisieux, à cette époque-là, il n'y avait pas de pont. Lisieux est à 2 heures de route. En partant à 8 heures moins le quart, ce sera très bien. Qui que vous dites 8 heures moins le quart, alors qu'on va en promenade? Non, on part à 5 heures. À 5 heures, à la fraîche, tout le monde partait. Mais, à cette époque-là, les restrictions n'étaient pas disparues. Il y avait encore les tickets d'alimentation. Alors dites, on partait dans une aventure. Est-ce qu'on aurait de quoi maquer quand on arriverait là-bas? Oh, ça, on l'avait prévu. Il y avait les paniers à bord qui étaient pleins de rôtis, de poulets rôtis. Tout était prêt. De poulet froid. Il y avait du beurre, il y avait du pâté, il y avait tout. Puis du pain. On mit tout ça sur le car. Puis chacun prit sa place. Les confrères m'avaient dit, tu sais, ne fais pas trop de billes. C'est pas mal ton idée, mais c'est pas... Sur le plan religieux, ça ira pas loin. Eh bien, ils se trompaient. Mes ouailles étaient silencieux, recueillis, et moi j'en étais ému. Assis à côté du chauffeur, on roulait, on descendait vers Boulbec, on traversa la vallée d'Or, sans un mot, sans un bruit dans le car. Lillebonne, de même. Puis, on arriva à la cale du bac de Quillebeuf. Il fallut descendre.
Je remarquais bien qu'ils s'agglutinaient autour d'eux les uns et les autres. Il y en a un qui a commencé à causer. Il a dit « Est solide ces bateaux-là, mais il y en a quand même qui ont coulé en 40. » Ils avaient pu passer de l'autre côté de l'îlot. Un autre, plus optimiste, a fait la remarque « Avec le QE, s'il nous arrive quelque chose, on passera mieux là-haut. » On est monté sur le bac. Ils s'étaient restés agglutinés, sauf 2 ou 3. Vous savez, ils mettent des bouées et puis des corées, je sais pas. Ils ont dit, oui, mais s'il arrive quelque chose, tant que ça c'est mec qui l'est plutôt qu'un autre. Et il y en avait 2 ou 3 qui s'étaient mis à côté des bouées. On arriva de l'autre côté, on débarqua. Le car monta d'abord, puis les gens suivirent, et moi derrière. Quand j'arrivais sur la petite place de Quillebeuf, il n'y avait plus que le car. Mes ouailles étaient disparues. J'approchais du chauffeur en blouse blanche et gants-pette, et je lui dis, où sont-ils? D'un signe, il me fait remarquer, ils étaient à l'hôtel de la Marine. Et j'entrais là, alors là, il y avait un brouhaha, tout le monde s'était éveillé d'un coup. Il y avait l'enthousiasme, la joie, les paniers étaient ouverts, on attaquait, alors là, on y allait. Quelqu'un m'aborda, il me dit, mais vous allez pas y en prendre quelque chose? Oh, je lui dis, oui, un coup de café, ça va me réchauffer parce qu'il fait frais. Elle me dit, non, mais allez-y, comme nous, avec le couteau, là, tout ça, prenez du pâté, prenez tout ça. 1 heure qu'on est resté là. On a rembarqué. Au dernier moment, on s'est aperçu qu'on avait oublié une grand-mère dans un couloir. On est allé la chercher, et puis on a parti. Alors on est monté de l'autre côté, sur le plateau en face. Oui, ça c'est une chose qu'on n'apprend pas à l'école, mais la France est divisée, vous savez. Oh là là. Il y a la Seine, au nord de la Seine, puis au sud de la Seine. Au nord de la Seine, jusqu'à presque en Belgique, il faut dire les choses comme nous on le pense, ça travaille. Mais à partir de la Seine jusqu'à Marseille, ça fout rien. Et d'ailleurs, était net. Vous vous rendez compte, 8 heures étaient passées, et il y avait encore des femmes à la plaine qui tiraient la godaine derrière eux pour aller traire les vaques. Il y en a un qui dit, si on travaillait comme ça, il y a longtemps qu'on aurait pris la musette pour aller à l'usine. Puis on a roulé, c'était l'hiver, on a baissé les glaces parce qu'ils étaient habitués au grand air. Il faisait frais, mais ça leur faisait du bien. Ils se retrouvaient un peu à l'aise. Et les glaces baissées, on roulait lentement vers le lieu de pèlerinage. C'est à ce moment-là qu'est arrivé de loin un banneau, quoi. Avec le gars assis, le gars du coin là-bas, assis de biais, comme ça, les jambes pendantes, et roulant une cigarette. Ils le virent arriver, et il nous croisa, mais juste à la hauteur des glaces qui étaient baissées. Et à la dernière glace, il y a un gars qui a dit « Paysan, va ». Enfin, on est arrivé à Cormeilles. Là, le car s'est arrêté tout seul devant un café. Ils sont descendus. Et le dernier qui m'a dit « Monsieur le curé, vous en faites point ». Et le dernier, un petit coup, simplement, un coup de pied au cul. Je commençais à être inquiet. J'imaginais Lisieux avec tous ces cafés. J'ai dit, ils vont être capables de me faire un chemin de croix avant d'aller à la messe. Alors au chauffeur, je lui dis tout de suite le Carmel. On arriva devant le Carmel, ils débarquèrent. Quelques-uns roulèrent une dernière cigarette. Et puis, certains entrèrent pour voir un petit peu comment c'était à l'intérieur. Il y en a un qui dit, on va lever la petite, aller dans un aquarium, là, vous avez vu ça? Alors ils ont été la voir. Ils l'ont vu, ils ont dit, elle n'est pas minée, on veille bien qu'elle est partie en longueur. Un autre a dit, je l'aurais cru plus forte que ça, quand même. Puis il faut vous dire, c'est que les gens de chez nous, ils ont du respect pour tout ce qui est religieux. Et dans les pèlerinages, il y a toujours des gens qui s'apostolient. Et là, il y avait, devant la grille, face à la chasse, il y avait un homme bien qui a sorti son portefeuille, qui a tiré un billet de son portefeuille, qui l'a chiffonné, comme ça, de l'argent, et autre chiffonné dans la main, et qui l'a jeté à travers les grilles. Des choses qui ne se font pas.
Eux, ils l'ont pas fait. Après, on est allé pour manger. On est allé dans une grande salle. Oh, c'était une grande salle. Il y avait des tables. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait. Eux, ils y sont allés. Nous, on était 5-6. On avait dit, tiens, on prendra le menu. Il y avait un petit menu à 3,50 francs, quelque chose comme ça à l'époque. Et puis, on a attendu d'être servis pendant qu'eux y allaient, parce que feignant à table, feignant au travail. Et les hors-d'œuvre arrivaient pour nous, qu'ils pliaient déjà le papier journal pour mettre dans le fond des paniers, parce que ça se perd pas. Quand on sort, ça peut servir, comme ils disent. Et puis, ils nous regardaient manger. Il y en a un qui dit, mais est bon ce que vous prenez là? Ah ben, oui, c'est pas mauvais. Et il se tourne vers sa bourgeoise pour lui dire, dis, hein, si qu'on y allait. Bah, elle dit, si c'était qui paye. Et ils ont commandé le menu. Comme les élections n'étaient pas loin, le maire et puis les adjoints et puis tout ça ont payé des tournées. On a fini de manger, il était 4 heures de l'après-midi. C'était l'heure de la prière d'Action de grâce. Alors on est monté à la basilique. Oh, pas nous, c'est le car qui nous a montés. On est descendu dans la crypte. Mon organiste a pris grand orgue, il a tiré tous les jeux, pour un coup qu'on avait tout ça, autant de mettre tout. Et on a chanté le Tantum ergo de Boulogne à plusieurs voix. C'était prévu comme ça à plusieurs voix, mais là, il l'était. Et puis après, on est sorti. On s'est trouvé sur l'esplanade. J'aurais dit, écoutez, vous avez une petite demi-heure, si vous voulez faire des courses ou acheter quelque chose, un souvenir. Puis après, ben, on rentrera doucement. Mais elle me dit, vous y pensez point. On va pas rentrer à la maison à 6h, 6h30. On va aller faire un tour. C'était pas prévu. Le chauffeur arrive, règle la question. Et 1 heure après, nous étions sur la route de Trouville-Deauville. Ah là, quand on est arrivé, était marée basse. Il y en a un qui guette ça, qui dit, mais il y a eu de la sécrète cette année, mais on n'aurait jamais cru qu'il y en ait eu autant. Et puis il y a un autre qui dit, mais il y a de l'eau, si on se lavait les pieds. Ils sont tous descendus sur les planches à Deauville. C'était l'hiver, ou du moins l'hiver approchait. Il n'y avait personne. Ils se sont déchaussés tant bien que mal, et ils sont partis retrousser comme au Sainte-Marie-de-la-Mer, vers l'eau qui était au moins à 400 mètres. Moi, je suis resté là, à garder les chaussures. Ils sont revenus, mais pas tout seuls. Ils sont revenus les pieds mouillés. Et quand on a les pieds mouillés, qu'on marche sur le sable colle. Alors quand ils ont passé les chaussettes, c'était tellement difficile qu'ils juraient tous comme de bons chrétiens. Et je crois même que c'est la seule vraie prière sincère qu'ils aient faite ce jour-là. Puis on est rentré, on s'est trouvé sur la corniche. C'est là qu'on m'a dit, mais bien ça, monsieur, il y a de la belle religion. Ça. Il faut qu'on vous remercie. Je ne voulais pas. Ils m'ont dit, si, à Honfleur. À Honfleur, il y a la meilleure rocaille. Et on s'est arrêté à Honfleur. On est rentré dans un petit restaurant. On s'est entassé. Ils ont commandé des plats de rocaille, ce qu'on appelle des fruits de mer chez les Parisiens. Ils ont mangé tourteaux, bulots et tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour que ça descende, ils buvaient, mais nous, le chauffeur et moi, on était inquiets. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pont. Et il ne fallait pas rater le dernier bac. Alors on les poussait. Et plus on les poussait, plus ils buvaient. Et à la fin, ils se sont mis dans le car. On a roulé lentement dans la nuit. Et on a eu le dernier bac. On l'a eu, le dernier. On a passé la Seine. Mais je peux vous dire une chose. Ce coup-là, ils n'ont pas eu peur, car tous dormaient. Lorsque les premiers billets de 100 francs apparurent, la plupart des gens se rendaient rapidement à la banque pour les changer et pour prendre des coupures de 10 francs. Chez nous, d'ailleurs, on ne dit pas un billet de 100, on dit un billet de 10 000 quand on le touche, ou plutôt quand on paye, et on dit 100 quand on touche. Le paysan était allé à la banque pour changer son billet.
Il les déposa au guichet, l'employé le prit et sortit une liasse. Il se mit à compter les billets rapidement, comme savent le faire les employés de banque, et il parta la liasse au paysan, qui recommença doucement, 1, 2, 3, 4, et il recommença plusieurs fois, et naturellement, l'employé commençait à s'énerver, à s'impatienter, et à la fin, il lui dit « Mais vous avez votre compte ?» Il dit « Oui, mais est tout juste. » Ce soir-là, on avait appelé le père Pinel auprès d'un mourant. Pinel était curé d'un petit village qui s'appelle Cideville, sur la route entre Rouen et Le Havre. Père Pinel était venu, et quand il s'est trouvé au chevet du mourant, il a découvert la présence de Girard. Girard, c'était un berquet. Un berquet, c'est un berger. Pour les gens de chez nous, c'était un sorcier. Il était plus ou moins guérisseux, et c'est pourquoi la famille l'avait appelé. Mais le curé se refusa à donner les sacrements en présence de ce personnage. Girard dut partir, vexé, assurant qu'il se vengerait. Mais quelques jours plus tard, il fut arrêté. On l'accusa, ce Girard, d'avoir participé à l'exécution d'une personne. On l'accusa de crime. Mais les berquets, qui à l'époque vivaient en collège, c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient le samedi pour le sabbat en forêt de Saint-Ostrobert, où ils se transmettaient leurs secrets, les berquets décidèrent de venger Girard. Et ils pensèrent que le responsable de son arrestation, c'était le père Pinel, le curé de Cideville. Or, à quelque temps de là, il y eut dans le village, vers la fin septembre, pour la Saint-Michel, une vendue. Une vendue, c'est-à-dire qu'un cultivateur partait, et avant de partir, il vendait ce qu'il y avait encore dans la ferme. Que ce soit du grain, ou que ce soit des bêtes, ou que ce soit même du matériel. Mais une vendue, il faut vous le dire, c'est toujours une fête. Il y a non seulement ce que l'on vend, mais il y a le spectacle des gens qui sont là et qui sont prêts à acheter pour que l'autre les pointe. Il y a des querelles, des jalousies qui se manifestent, et quelquefois on se bat pour des choses insignifiantes qui ne valent pas le prix qu'on les paye. Dans l'assistance, il y avait 2 séminaristes. 2 adolescents de 13 et 14 ans qui étaient en pension au presbytère de Cideville. Ils regardaient le spectacle, s'en amusaient comme tout le monde, et distraits, ne virent pas un berquet qui s'approchait doucement derrière eux et qui les toucha. Ils rentrèrent au presbytère, la vendue terminée, et c'est à ce moment-là que les événements se produisirent. Il y eut comme un coup de tonnerre. Les fenêtres claquèrent, s'ouvrirent, et on vit les livres de la bibliothèque sortir comme en procession les uns derrière les autres, passer par une fenêtre, entrer par une autre et se remettre sur les placés de la bibliothèque. Le chien du curé fut comme cloué au plafond d'un coup. Et tout ça dans un bruit inimaginable, tel que la population accourut. Cela se passait il y a un peu plus de 100 ans. C'est une histoire de maison hantée, de presbytère hanté, mais le cas de Cideville va devenir exceptionnel. Car généralement, les hantises durent quelques jours, quelques semaines, pas plus. Et là, cela va se prolonger plusieurs mois.
On va en parler partout. Les gens viendront pour voir le phénomène. Il y aura même des savants qui viendront de Paris, des spécialistes, qui diront c'est du charlatanisme, d'autres au contraire, c'est du spiritisme, d'autres diront, enfin chacun trouvera son explication. Mais tout le monde reconnaîtra qu'il s'était passé quelque chose d'inexplicable. Ce qui pour moi était le plus inexplicable, c'était la patience du curé. Il vivait dans cette ambiance d'hallucination, de bruit, d'apparition, de mouvements, de choses qui se déplacent, sans rien dire, tranquillement, continuant sa vie comme de coutume. Et au bout de 3-4 mois, il en eut assez. Alors il convoqua ses confrères. Quand on lit les livres de sorcellerie, ou même le rituel d'exorcisme, on s'aperçoit que le prêtre qui veut pratiquer l'exorcisme doit s'imposer une ascèse, une pénitence, l'abstinence et rester à jeun pour bien agir. Ben lui, non. En bon normand, il commença par offrir un dîner à ses confrères. Et l'on mangea joyeusement. Le dîner se prolongea, comme toujours chez nous. Puis, enfin, le curé dit, il faut passer aux choses sérieuses. Alors on revêtit le surplis, l'étole violette, et tous ces prêtres en ligne se mirent à réciter les prières d'exorcisme. Ça ne fit absolument rien. Les faits continuaient de se produire, les bruits, les déplacements d'objets, les fenêtres qui s'ouvraient et qui se refermaient, tout continua comme auparavant. C'est alors qu'un des prêtres qui était là, qui connaissait les clavicules de Salomon, qui est un petit livre de sorcellerie du pays, et qui a été ramené, semble-t-il, par les Templiers à l'époque des croisades, précisa que peut-être dans ce cas-là, on pouvait utiliser des tisonniers en cuivre. Et alors on se mit à brasser l'air avec les tisonniers en partant d'un bout de la pièce jusqu'à l'autre. C'est alors qu'on entendit crier « assez, assez ». On ne voyait rien, on entendait simplement une voix. Le curé, tout simplement, comme il s'agissait de commander un plat, dit « Écoute, mon grand, demain tu viendras demander pardon ». Et on cessa de brasser l'air avec les tisonniers. Il peut paraître étonnant que cette histoire soit racontée encore aujourd'hui de cette façon. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est de voir le nombre d'ouvrages qui lui ont été consacrés. Et il y avait des ouvrages de tout genre, des gens qui venaient, des médecins, des savants, des psychologues, des gens même de la Salpêtrière de Paris sont venus. Et chacun écrivait là-dessus et exprimait son opinion. Si bien qu'on a tout un paquet de documents qui confirment que des événements étonnants, parapsychologiques, diraient les gens savants d'aujourd'hui, se sont produits à cette ville. Mais, le lendemain, comme l'avait demandé le curé, on frappa à la porte. Il ouvrit, et il vit un berger, un sorcier, nommé Thorel, qui se présenta avec la tête bandée comme s'il avait reçu un coup. « Pourquoi viens-tu » lui dit le curé. « Je viens pour réparer l'harmonium. » Le curé lui dit « C'est pas pour ça que tu viens. Tu viens pour les affaires du presbytère, car tout ce qui se passe est à cause de toi. Mettez à genoux. » Et on vit ce berquet s'agenouiller devant les prêtres qui étaient là, car il avait invité quelques confrères, et surtout des confrères curieux, de voir comment les choses se termineraient. Ils pardonnèrent à l'homme, mais ne virent pas que l'homme s'avançait tout doucement à genoux, et tout en demandant pardon, s'approchait des deux jeunes gens
les deux séminaristes pour les toucher à nouveau. Et à ce moment-là, tout le cirque reprit. Vous devinez la colère du curé, qui attrapa le Berquier par les épaules et l'emmena, accompagné des confrères, jusqu'à la mairie, chez le premier magistrat du village. Là, on discuta, on expliqua, on se chamailla, et à la fin, le curé, en colère, frappa le Berquier violemment. Lui saignait du nez, ce Berquier, et il s'enfuit. Il s'enfuit, et il gagna la gendarmerie du canton à Hierville. Et là, il porta plainte contre le curé pour coups et blessures. D'où enquête de gendarmerie, où tous les problèmes que nous avons déjà évoqués furent à nouveau enregistrés par les gendarmes. Mais ça devait se terminer devant le tribunal. Et le tribunal fut celui d'Hierville. Un juge de paix d'une finesse extraordinaire, car dans ses attendus, il précisait les choses, qu'il traitait d'un sujet dont il n'était pas compétent, mais que cependant il notait qu'il y avait eu des ordres dans le village, etc. Et ce qu'il faut dire, et ce qui peut étonner, car l'auteur des coups était bien le curé, ce fut le Berquier qui fut condamné. Car l'homme, finaud comme il était, fit tout pour être condamné, sachant que la condamnation serait insignifiante. Il fut condamné à 8 jours de prison et à une amende que l'on ne peut même pas évaluer tellement elle était insignifiante. Pourquoi se fit-il condamner ? Bien tout simplement pour donner la preuve aux gens que ce qu'il avait fait, c'était lui qui l'avait fait. Et que les événements auxquels on avait assisté et qui avaient dérangé tant de monde étaient dus à Thorel et à son groupe. J'étais depuis quelques jours au presbytère de Tourville, dans la Manche, au sud de la Manche, Tourville-sur-Sienne. J'avais ouvert la fenêtre et la brume couvrait la vallée et un peu la mer. J'espérais que quand cette brume serait dissipée, j'apercevrais enfin le mont Saint-Michel. Je me trompais parce que la baie de Mont était un peu en retrait et que de cette fenêtre, on ne pouvait pas le voir. Parler de l'archange Saint-Michel, c'est un peu paradoxal dans une région où l'on parle souvent du diable. Et le curé de Tourville, à table le soir, me contait des histoires de maisons hantées, de légendes qui circulaient un peu partout. De l'île Saint-Marcouf, où le diable avait habité, car le diable a habité un peu dans tous les coins dans la région. On vous situe, on vous dit là, Barbé d'Orvilly a situé à quelques embrasures plus haut une grotte où, soi-disant, le diable s'était réfugié. Et naturellement, tout cela est plus ou moins légendaire, et certainement plus que moins. Et il y avait une histoire, me dit le curé, c'est le pont du diable qui franchit la Canse à Mortain. Ce pont du diable, depuis des années, on le souhaitait. Il fallait un pont pour passer. On avait bien essayé de le construire, mais dès qu'il y avait une crue du fleuve, le pont se trouvait emporté. Il y avait comme une malédiction sur ce pont, au point que les gens n'osaient plus en parler, que quand ils en parlaient, c'était pour dire chose impossible. Il y avait les partisans, parce que nécessité oblige, mais il y avait plus d'adversaires que de partisans. Et au café, le dimanche, on se chamaillait en touillant les dominos et en discutant de ce pont qu'on devait construire. Quand un jour, la porte s'ouvrit, entra un homme qui avait une cape noire sur les épaules, qui alla au comptoir et se fit servir.
Il avait l'air d'écouter distraitement la conversation des autres. Il parlait du pont. « Ah, vous parlez du pont, dit-il. Eh oui, et il raconte les difficultés qu'ils ont rencontrées et que personne n'est prêt à le construire. Et l'homme se propose ça. Si je vous le construis, accepterez-vous? Ben, ce sera une question d'argent. Ben, combien vous allez demander pour construire ça? En pierre. Alors, il dit, je ne vais rien demander. Vous n'allez rien demander? Non, rien. Mais je vais exiger qu'une chose. C'est que la première personne qui passera ce pont m'appartiendra. On se frappe dans les mains, le contrat est conclu et signé. Et le lendemain, dès le lendemain, dans la nuit, le pont avait été construit. Alors la foule descendit vers la rivière pour voir ce pont, mais personne ne se hasarda à passer. Quand tout à coup, descendant joyeux, un jeune arriva. « Mais je vais y aller. » Sa mère le retenait, mais t'es pas fou, faire une chose pareille, ne fais pas ça, laisse les autres y aller à ta place. Non, non, je vais y aller. Il avait sur le côté une musette et s'approcha du pont. Dans le contrat, il est écrit que le premier qui passe t'appartiendra, dit-il à l'homme qui était de l'autre côté, revêtu de sa cape. Oui. Alors il ouvrit son sac, en sortit un chat noir et lança le chat sur le pont. Ce fut le premier qui passa et l'homme en cape disparut immédiatement. Une autre histoire, qui est une histoire de falaise de chez nous, et qui se trouve au nord d'Étretat. Cette histoire, on la retrouve même dans les histoires d'Arsène Lupin. Il y avait sur le haut de la falaise, sur le plateau, au haut des hautes falaises de chez nous, qui font 80 et 100 mètres, il y avait un village. Et les marins, pour descendre, étaient obligés de prendre une corde parce qu'il n'y avait ni valeuse, ni marche, ni escalier, ni rien du tout. Et ils descendaient dans le vide, au-dessus des galets. Vous devinez très bien que des accidents se produisaient et que chaque année, un homme du village se trouvait tué. Le curé réfléchit et trouva que cela n'était pas normal, et un jour, il monta en chaire. « Mes frères, il faut qu'ensemble nous fassions quelque chose. Il faut que nous fassions un escalier qui permette de descendre jusqu'à la mer, afin que les marins ne connaissent pas la fin tragique de certains que vous connaissez. On va s'y mettre tous, et le travail se fera vite. » Et l'enthousiasme aidant, presque toute la population, enfin, on commença, on creusa les marches les unes après les autres. On en était à la 4e, la 5e. Le groupe diminuait tout doucement. Il y avait moins d'enthousiasme. C'est toujours ainsi quand on entreprend. Et puis, un jour, il n'y eut plus personne. Le chantier fut abandonné, mais le curé Cadia monta en chaire. « Mes frères, dit-il, vous avez remarqué que l'escalier que j'avais prévu ne se poursuit pas. Il n'y a plus de bonne volonté. Eh bien, je suis prêtre, et je vais vous dire une chose, l'escalier se fera. Il se fera soit avec le bon Dieu, soit avec le diable. » Tout le monde dans le village se demanda comment l'escalier allait-il se faire, puisque personne ne venait. Et l'escalier se fit. Au bout d'un an, il y eut l'inauguration. Comment s'était-il fait
Moi, je sais le secret du curé. Lorsqu'il confessait, et qu'un garçon et une fille lui avouaient qu'ils avaient fêté Pâques avant les rameaux, il leur disait, comme pénitence, vous me ferez 3 marches. Et c'est ainsi qu'en un an, l'escalier fut terminé. Je vous avoue que je n'ai jamais osé compter le nombre de marches, et je me demande aujourd'hui, où cet escalier est interdit parce que dangereux, s'il fallait le creuser, irions-nous plus vite que nos anciens de la fin du siècle dernier.